Imaginons un instant le scénario suivant. Une simple petite entorse à la cheville, un faux mouvement, vraiment anodin, qui finit par bloquer complètement le système digestif. Au point de provoquer un arrêt total et mortel en quelques jours. Ouais, voilà. Ça paraît complètement absurde, non? Parce que d'habitude, on a vraiment tendance à compartimenter la médecine. C'est clair, on a un peu cette vision en pièces détachées, tu vois. Exactement. Genre, on se casse le bras, la radio montre une fracture, on met en plâtre, et paf, fin de l'histoire. Mais bon, ça c'est l'approche mécanique classique. On observe le dégât visible et on applique un correctif local en fait. Sauf que la réalité biologique, elle, est infiniment plus complexe. Ah oui, c'est sûr. Une lésion, c'est presque jamais un événement isolé. Jamais. C'est presque toujours le point de départ d'une énorme réaction en chaîne. Et c'est justement quand on abandonne cette vision purement mécanique qu'on pénètre dans un domaine que je trouve fascinant. L'éthiopathogénie. C'est un grand mot ça. Oui, c'est un très grand mot pour désigner un truc fondamental. En gros, c'est l'étude de l'origine et du développement même des maladies. L'idée, c'est qu'on ne regarde plus seulement les cendres après l'incendie. On observe l'étincelle initiale en fait. Voilà. L'étincelle, la propagation des flammes et la façon dont le vent nourrit le brasier. On passe vraiment du quoi au pourquoi et surtout au comment. Parce que comprendre l'éthiopathologie, c'est vraiment acquérir la capacité d'expliquer la racine absolue des processus pathologiques. C'est la base de tout. Totalement. Et c'est ce qui différencie la simple application bête et méchante d'un traitement de la véritable compréhension du vivant. Bon, décortiquons tout ça. La mission de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de plonger en plein cœur de cette mécanique. Je suis prêt. Alors, pour y parvenir, on s'appuie sur des notes d'études vétérinaires assez incroyables qui ciblent la pathologie musculo-squelettique. Plus particulièrement chez les équidés, les chevaux donc. C'est ça. Et ce qui rend ces sources si pertinentes pour comprendre la pathologie humaine ou animale, c'est leur approche. Elles utilisent la loi de Pareto. La fameuse règle des 80-20. Oui, la règle des 80-20 pour isoler les mécanismes physiologiques vitaux. L'idée, c'est vraiment de capter les 20% de processus biologiques qui expliquent 80% des maladies chroniques et des échecs de guérison. Au lieu de faire une liste ennuyeuse de médicaments, quoi. Exactement, on va étudier la source même des problèmes. Comment une infime déchirure locale peut déclencher un vrai désastre global. Et pour comprendre pourquoi une maladie s'installe, faut d'abord regarder comment le corps essaye de se réparer lui-même. Bah oui, parce que le paradoxe central de la médecine régénérative se trouve justement là. Le corps est une machine de survie extraordinaire face à un danger immédiat. Mais, Mais c'est un architecte épouvantable sur le long terme. Vraiment épouvantable. c'est clair. Prenons le cas de la cicatrisation. Quand un tendon ou un ligament se rompt, l'organisme entre en état d'alerte rouge, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Il colmate la brèche en urgence en fabriquant du tissu cicatriciel. Sauf que, comme le soulignent bien les notes, ce tissu de secours est composé presque exclusivement de collagène de type 3 et de type 4. Et ça, c'est pas bon du tout. Si on fait une analogie, c'est un peu comme essayer de réparer les câbles porteurs d'un pont suspendu en enroulant du simple ruban adhésif autour de la rupture. C'est au élastique. Voilà. Il ne s'étire plus, il devient super rigide et du coup, il ne peut plus du tout supporter de charges lourdes. Attends, je bloque sur ce point précis. Si un animal comme le cheval qui pèse 1 tonne est le fruit de millions d'années d'évolution, pourquoi son métabolisme choisit-il un matériau de si mauvaise qualité? C'est une super question. Bah oui, ça ressemble à un défaut de conception complètement absurde d'utiliser du mauvais collagène. En fait, l'évolution n'a absolument que faire de savoir si ton tendon sera fonctionnel dans 5 ans. Son seul impératif, c'est la survie dans les 5 minutes qui suivent l'attaque d'un prédateur. Ah ouais, fuir à tout prix. Exactement. Le collagène B type I, qui est le matériau original, à la fois solide et élastique, il demande énormément de temps et d'énergie pour être synthétisé et aligné correctement. Contrairement au type 3, C'est ça. Le collagène de type 3 se fabrique extrêmement vite. Il agit vraiment comme un filet de sécurité rudimentaire. Le corps sacrifie la durabilité au profit de la vitesse pour stabiliser l'articulation. et permettre la fuite. Voilà. Mais le drame, c'est que cette fondation corrompue rend le tissu définitivement faible. Ce qui explique le taux vertigineux de récidive dans les pathologies tendineuses, du coup. Tout à fait. Donc si je résume, le processus de guérison naturelle est un piège. Le corps se sabote lui-même à long terme en voulant sauver les meubles dans l'urgence. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la médecine régénérative moderne intervient pour littéralement pirater ce programme de survie obsolète. Pirater la biologie, carrément. L'objectif n'est plus d'attendre la formation de ce mauvais tissu cicatriciel pour ensuite essayer de l'assouplir. Ça ne marche pas. Il faut empêcher sa création dès les premières heures, c'est ça. Exactement.
en court-circuitant la réponse naturelle. Et c'est là qu'on entend parler des traitements à base de cellules souches ou de PRP, le plasma riche en plaquettes. Mais comment ça marche concrètement? On n'injecte pas de la colle magique, si? Ah non, loin de là, le mécanisme biologique est redoutable d'ingéniosité. En fait, les cellules souches sont des cellules indifférenciées. Comme des pages blanches, en gros. C'est la métaphore parfaite. Lorsqu'on les introduit dans la lésion, accompagné de ce fameux PRP, qui agit comme un concentré de signaux chimiques, on réécrit le code de réparation locale. C'est fou, ça. Ces signaux chimiques forcent littéralement les cellules souches à se différencier. Elles se transforment en véritables ténocytes, qui sont les usines cellulaires qui fabriquent les tendons. Ou en chondrocytes pour le cartilage, d'après les notes. Exact. On oblige ainsi l'organisme à produire immédiatement du collagène de type I et II. On remplace le bricolage au ruban adhésif par une vraie reconstruction architecturale de haute précision, quoi. C'est exactement l'idée. Mais là, on a un autre problème de taille. Même si la médecine régénérative parvient à forcer le corps à fabriquer ce fameux collagène de type I, ces matériaux de construction de haute qualité ont besoin d'être livrés sur le chantier, Et comment le corps livre-t-il ses nutriments? par le sang. Sauf que dans un tendon blessé, la route semble complètement coupée. C'est vrai. Et c'est l'un des phénomènes physiologiques les plus destructeurs qui soient. Le développement de la pathologie est intimement lié à la défaillance de cette irrigation sanguine. Faut dire que quand la lésion survient, le système immunitaire déclenche une inflammation massive. Qui s'accompagne immédiatement de l'œdème, le gonflement, quoi. C'est le fameux effet domino de l'étouffement cellulaire. Si on compare le flux sanguin à une autoroute vitale, l'œdème, c'est pas juste un ralentissement. Non, c'est un carambolage massif. Voilà. Les fluides s'accumulent, la pression monte. Et la pression locale devient tellement forte qu'elle écrase littéralement les parois des petits vaisseaux sanguins alentours. La route est physiquement bloquée. Ouais. Les notes utilisent des termes médicaux très précis ici. L'ischémie, qui désigne la baisse dramatique ou l'arrêt du flux sanguin. Et sa conséquence directe, l'hypoxie. Le manque d'oxygène, oui. Et l'ironie tragique de tout ça, c'est que ce manque d'oxygène généré par l'inflammation finit par asphyxier et tuer les tissus sains environnants. La tentative de réparation aggrave le bilan de la blessure initiale. C'est terrible quand on y pense. D'autant plus que le tendon est par nature un tissu très peu vascularisé à la base. C'est une structure blanche, très dense. Si l'on relie cela au contexte plus global du développement chronique, Notamment ce qu'on appelle les lésions centrales. voilà. Le tableau est encore plus sombre. Le cœur du tendon devient une zone stérile. Sans aucun apport sanguin, le processus de guérison stagne totalement. Il ne se passe plus rien. Plus rien. La biologie dicte alors une règle stricte. Il faut absolument reconstruire le réseau routier. Il faut créer de nouvelles voies d'accès pour contourner le barrage, en fait. Précisément. Et le terme scientifique pour ce processus, c'est l'angiogénèse, ou néovascularisation. Mais comment le corps sait-il où construire ces nouveaux vaisseaux? Il n'a pas de plan de route? Eh bien, les cellules qui sont en train de suffoquer dans la zone lésée envoient des signaux moléculaires d'urgence, des appels au secours. On retrouve souvent les acronymes TGF-bêta, VEGF ou PDGF dans la littérature. Et ce ne sont pas juste des lettres savantes, tu sais. Ce sont des messagers chimiques, c'est ça? Exactement. Ces facteurs de croissance voyagent jusqu'aux vaisseaux sanguins sains les plus proches. Ils agissent comme des clés moléculaires. Qui s'insèrent dans les récepteurs des parois. C'est ça. Ça force les cellules de ces vaisseaux à se multiplier, à bourgeonner et à créer littéralement de nouveaux tubes sanguins en direction de la zone morte. C'est fou. Ces nouveaux vaisseaux apportent enfin l'oxygène et les nutriments indispensables à la réparation de la matrice tissulaire. Sans cette néovascularisation, tout échoue. Inévitablement. C'est fascinant parce que ça change complètement la vision qu'on peut avoir d'une simple poche de glace qu'on pose sur une entorse. Ah, la fameuse poche de glace. J'ai toujours cru que c'était juste un anesthésiant naturel, moi. Une façon d'endormir les nerfs pour avoir moins mal. Mais si je suis la logique sur la pression des fluides et l'ischémie, on s'en sert en fait comme d'un garrot thermique. C'est l'explication biomécanique parfaite. Le froid local génère une vasoconstriction immédiate. Ça resserre les tuyaux, quoi. Exactement. On réduit le diamètre des vaisseaux pour limiter l'afflux massif de fluides inflammatoires et contrôler la pression. Ça évite l'écrasement total du réseau existant. Voilà. Et à l'inverse, une fois la phase aiguë passée, on va souvent utiliser une hyperthermie contrôlée, donc de la chaleur. Pour provoquer une vasodilatation. Oui, pour encourager cet apport sanguin nourricier de manière fluide, sans créer de surpression destructrice. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. On a bien vu que les cellules privées d'oxygène meurent. Mais ces tissus en décomposition ne disparaissent pas silencieusement. Loin de là, ils déclenchent une véritable guerre chimique contre leurs voisins.
C'est l'étape de la cascade destructrice orchestrée par des saboteurs microscopiques comme j'aime les appeler. L'inflammation est trop souvent perçue comme un simple symptôme désagréable, tu sais, alors qu'en réalité, elle cache un processus pathologique redoutable lié aux radicaux libres. Et si ce processus n'est pas maîtrisé, il ronge le tissu sain avec une voracité surprenante. Un radical libre, si on cherche une analogie pour bien comprendre le fonctionnement, c'est comme un engrenage complexe auquel il manquerait soudainement une dent. C'est une bonne image. Chimiquement parlant, c'est une molécule à laquelle il manque un électron. Et à cause de ce manque, cet engrenage devient hautement instable. Pour retrouver son équilibre, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller arracher violemment une dent à l'engrenage cellulaire d'à côté. Sauf que maintenant, c'est l'engrenage voisin qui est déséquilibré. Voilà. Et qui va attaquer le suivant à son tour. C'est une réaction en chaîne, un vol d'électrons continu qui disloque la structure des cellules saines de proche en proche. Et la physiopathologie de cette destruction est implacable. Les cellules mortes par hypoxie libèrent massivement ces molécules instables. C'est comme des gens paniqués dans un bâtiment en feu qui bousculent et blessent d'autres personnes pour s'échapper. C'est exactement ça. Si l'on laisse cette réaction en chaîne se propager sans utiliser de capteurs de radicaux libres ou sans contrôler strictement le dème initial, C'est l'effondrement total de la matrice tendineuse. total. On ne traite plus du tout la blessure initiale à ce stade, on tente juste de survivre à la réponse chimique du corps. On vient d'explorer le chaos au niveau microscopique, là. La qualité des fibres, l'étouffement des vaisseaux, le sabotage chimique, c'est le moment de changer d'échelle. De voir plus grand. Que se passe-t-il quand on replace cette minuscule rupture tissulaire dans un organisme entier? Et pas n'importe quel organisme. Un cheval de 600 kilos. Ah, là, c'est la frontière critique entre la pathologie locale et la pathologie systémique. C'est là que ça devient vraiment captivant. Et d'une logique biologique presque terrifiante. Chez les équidés, cette transition est particulièrement brutale, au point que le pronostic de rupture ligamentaire complète est souvent fatal. Non pas à cause de la patte elle-même, mais à cause de l'effondrement global de l'animal. Les sources mettent en lumière qu'une pathologie d'un membre n'est jamais, au grand jamais, isolée. Tout est lié. Imaginons une table en chêne massif très lourde qui repose sur 4 pieds. Si l'un des pieds cède soudainement, la table ne flotte pas en l'air par magie. Non, la gravité fait son travail. Le poids faramineux de cette table se reporte brutalement, dans la seconde, sur les 3 pieds restants. Un cheval pèse une demi-tonne. Si un tendon lâche, ce poids monumental écrase instantanément les autres membres. Et les structures anatomiques des membres sains ne sont absolument pas conçues pour absorber une telle surcharge de façon continue. La biomécanique s'effondre. C'est ça. Le cheval, incapable de s'appuyer sur la patte blessée, transfère tout son poids, ce qui génère une dégénérescence fulgurante sur les appuis restants. Et le premier organe à céder sous cette pression anormale, c'est le sabot. Ce qui déclenche ce que la médecine vétérinaire appelle la fourbure. On entend souvent ce mot, la fourbure. Mais il faut vraiment comprendre le mécanisme physique derrière. Ce n'est pas juste un sabot qui fait mal. Non, c'est une horreur anatomique. À l'intérieur du sabot, il y a un système de lamelles microscopiques, un peu comme du velcro surpuissant, qui suspend littéralement l'os de la jambe à l'intérieur de la boîte cornée. Et sous l'effet de la surcharge biomécanique et de l'inflammation, ce velcro se déchire. L'os n'est plus soutenu du tout. Il commence à perforer la plante du pied de l'intérieur sous le propre poids de l'animal. La destruction de ces connexions provoque une douleur d'une intensité inouïe. Et face à cette souffrance extrême, le cheval refuse catégoriquement de bouger. L'immobilité devient totale. Et c'est cette immobilité stricte qui va asséner le coup de grâce au système global. Parce que la physiologie digestive du cheval est un mécanisme unique qui est fondamentalement dépendant de son mouvement physique. La digestion d'un équidé n'a rien à voir avec celle d'un humain. Ce sont des herbivores nomades. Conçus par l'évolution pour marcher des dizaines de kilomètres par jour tout en mangeant en continu. Exactement. Leur tractus intestinal mesure près de 30 mètres de long. 30 mètres. C'est immense. Et pour faire avancer la nourriture dans cette tuyauterie complexe, le corps compte sur les contractions musculaires générées par le balancier de la marche. Ça masse littéralement les intestins. Et sans ce mouvement physique régulier, la motricité intestinale ralentit dangereusement. Mais c'est pas seulement une question de balancier mécanique, il y a aussi le facteur neurologique lié à la douleur de la fourbure. Oui, c'est la double peine systémique. La douleur déclenche une alarme massive dans le système nerveux sympathique. Celui de la lutte ou de la fuite. C'est ça. Le corps est inondé de cortisol et d'adrénaline. Or, ce système inhibe totalement le système nerveux parasympathique.
qui lui est chargé de la fonction repos et digestion. Voilà, le cerveau envoie l'ordre de stopper toutes les fonctions digestives non essentielles pour concentrer l'énergie sur la survie immédiate. Donc la combinaison de l'absence de massage mécanique et du blocage neurologique fige complètement le transit, l'intestin se paralyse. Ce qui débouche sur des problèmes digestifs aigus, une obstruction massive qu'on nomme les coliques. Et chez un cheval, une colique sévère mène invariablement à une nécrose des intestins puis à la mort. On part d'un simple tendon qui s'effiloche pour finir avec un système digestif qui se nécrose. C'est effrayant. Et cela soulève une question importante, souvent difficile à aborder. C'est cette chaîne inéluctable, tu vois. Défaillance locale, transfert de poids, fourbure, douleur, immobilité, paralysie, mort. C'est la définition ultime de l'éthiopathogénie globale. Et la compréhension de cette cascade inexorable fournit le pourquoi biologique pur et dur derrière les décisions médicales les plus lourdes. Ça explique scientifiquement pourquoi l'euthanasie devient souvent la seule réponse rationnelle dans ces cas extrêmes. Exactement. On n'euthanasia pas à cause du tendon rompu, mais parce que le chaos systémique qui en découle ne peut physiologiquement pas être stoppé. C'est vertigineux de réaliser à quel point chaque fonction est enchevêtrée. Ça remet totalement en question la perception naïve qu'on a de la maladie. L'organisme n'est pas une machine faite de pièces détachées, c'est un écosystème en équilibre très instable. C'est la véritable force de l'analyse éthiopathogénique, je trouve. En appliquant ces principes, on cesse d'être des simples techniciens qui réagissent aux symptômes. Tout à fait. Analyser l'ischémie et l'hypoxie explique pourquoi les tissus meurent à petit feu. Comprendre la mécanique des radicaux libres permet d'anticiper la destruction chimique. Et évaluer la cascade biomécanique permet de prévoir l'effondrement systémique avant même qu'il ne se produise. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que maîtriser le pourquoi et le comment donne le pouvoir de prédire. On n'attend plus que la forêt brûle pour envoyer de l'eau. On cherche à identifier où l'étincelle va se produire et on coupe l'oxygène avant le départ de feu. La médecine passe de la réaction à l'orchestration. Et les principes qu'on vient de décortiquer chez l'animal sont des lois universelles du vivant, quelle que soit l'espèce. Ce qui amène une pensée assez provocatrice pour clore cette analyse. On vient de voir comment un herbivore de 600 kg peut mourir simplement parce qu'une douleur l'a forcé à stopper tout mouvement physique. La mécanique de la marche était vitale pour lui. Bah oui. Alors, il faut se demander dans quelle mesure nos propres métabolismes humains, conçus par la même évolution pour être en mouvement permanent, souffrent de nos modes de vie contemporains. C'est une excellente mise en perspective, ça. Bien sûr, notre sédentarité ne nous tue pas en une semaine, mais à quel point le fait de rester assis toute la journée derrière des écrans déclenche-t-il des cascades ischémiques et des effondrements systémiques à petit feu? La biologie ne tolère jamais l'immobilité à long terme. C'est un fait. Une mécanique implacable sur laquelle on va laisser ses idées infuser. L'éthiopathogémie prouve qu'il faut toujours chercher la racine des choses, bien en dessous de la surface visible. Toujours chercher le pourquoi. Merci d'avoir plongé dans ces abysses biologiques avec cette volonté de décrypter le vivant. Continuez d'exiger le pourquoi derrière chaque diagnostic pour ceux qui nous écoutent. À très vite pour une prochaine exploration.